Bonjour. Donc, nous allons aujourd'hui parler du enregistreur portatif Edirol que vous allez utiliser bientôt. Puis, puisque les démonstrations en classe d'un appareil de cette nature-là sont assez difficiles à faire, j'ai donc décidé de passer par un petit vidéo pour vous permettre de réviser dessus et d'avoir accès à de l'information beaucoup plus facilement. Donc, sans plus tarder, avant de se lancer dans les trucs trop techniques, je vais commencer par simplement vous présenter l'appareil en question. Habituellement livré dans ce petit coffret au magasin. Vous allez avoir dedans les adaptateurs. N'oubliez pas que ça prend ce petit truc ici pour le relier à l'adaptateur mural sur le 120 volts, ainsi que les deux petits câbles pour la communication USB et l'alimentation. Donc, cet appareil ici peut fonctionner donc avec des piles qu'on place en dessous. Donc, j'espère qu'on va en avoir suffisamment cette année. On peut aussi emprunter une pochette de transport à la Jack Bauer. Si vous voulez le porter sur la taille, aller faire de l'enregistrement d'ambiance à l'extérieur. Somme toute, la navigation est assez simple. C'est sûr que ce modèle-ci est quand même un peu plus gros que ce qu'on peut retrouver de nos jours, comme les Zoom ou le Tascam que j'ai présentement. Mais le gros avantage de ce modèle-ci se trouve au niveau de la connectique. Vous allez voir donc 4 entrées XLR qu'on peut alimenter avec des micros professionnels. Ces alimentations-là sont activées sur le dessus, donc on va y revenir. Vous avez une roulette pour la navigation à travers les menus. L'écran n'est pas très gros, mais on réussit quand même à naviguer raisonnablement bien avec dessus. Vous avez donc les ajustements de sensibilité pour chacun des canaux. Peut également être utilisé comme mixeur, si on veut aussi, en même temps qu'on enregistre, si on veut minimiser le nombre de pistes. Vous avez 2 microphones intégrés et 2 petits haut-parleurs intégrés aussi sur le dessus. Comme n'importe quel microphone intégré, c'est relativement poche, mais c'est mieux que rien. Donc, on va les essayer juste pour que vous puissiez vous le prouver, mais c'est rien qu'on utiliserait pour faire un montage vidéo ou des trucs semblables avec, à moins d'être extrêmement mal pris puis que tout le reste ait mal fonctionné. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Le reste, on va y revenir plus tard tantôt. Alors, c'était la présentation de notre petit module Edirol. Donc, nous avions parlé tantôt justement des microphones internes, puisqu'ici, nous faisons beaucoup plus de prises de son associées avec du vidéo qu'avec autre chose. En fond, c'est sur ce sujet-là que je vais poursuivre le gros de la discussion. Que vous filmiez avec, comme moi, un DSLR, un iPhone, un iPad ou une caméra même de plus haut niveau, leurs microphones internes sont toujours d'une qualité assez médiocre, ce qui fait que c'est le genre de truc qu'on utilise pour se dépanner, mais qu'on ne veut jamais utiliser pour faire quoi que ce soit. À faire attention également, surtout lorsqu'on va faire nos initiations sur ces différents appareils-là, que ce soit l'enregistreur, les caméras qui font du vidéo plus tard dans la session, il y a toujours des fonctions d'ajustement de gain automatique et ces fonctions-là vont toujours nous nuire. Donc, ça fait partie des premiers réflexes que vous devriez vous donner de trouver si votre appareil a une fonction de gain automatique et de la désactiver. Parce que sinon, vous allez toujours vous ramasser avec de l'audio qui pompe. Dès qu'une personne ou le sujet que vous captez cesse de parler, ben là, il va penser qu'il y a de quoi d'anormal, il va augmenter le gain. Dès que la personne va se mettre à parler, ben là, il va avoir pendant une fraction de seconde un volume trop fort qui va redescendre. Puis ces pulsations ou changements de volume-là, on les entend et on les sent, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, l'autre truc qui est hyper important, la malheureusement grande partie des gens qui enregistrent du son et de l'image ne portent aucune attention au son. Et c'est triste parce que la plupart du temps, ça nous amène avec des prises qui sont totalement inutilisables, qu'on doit soit reprendre ou couper des pans de vidéo parce que la vidéo n'était pas correcte. Le son, ça s'écoute. Donc, un des aspects très importants dans le choix d'une caméra ou des appareils, ou en tout cas du système de captation que vous voulez, c'est d'être capable d'écouter le son en même temps que vous l'enregistrez sur l'appareil qui va faire la captation finale. Donc, ça ne se fait pas avec des petites billes blanches, ça se fait habituellement avec des écouteurs
de ce calibre-ci. Moi ici, j'ai une paire de Sony qui sont décents. À ce niveau-là, c'est pas tellement la réponse en fréquence qui vous intéresse, c'est pas pour écouter de la musique ou un aspect audiophile, c'est d'isoler votre oreille des bruits environnementaux. Alors, c'est important de choisir un modèle qui a un dos fermé, donc pas de petites grilles, ce qui fait que ça coupe davantage le son de l'extérieur. Également, c'est souvent intéressant d'avoir un modèle qui a le coussin qui est autour de l'oreille. Si vous choisissez un modèle où vous avez le budget, vous pouvez éviter les petites cuirettes parce que vous voyez que la mienne justement est en train de tomber en morceaux. Alors ça fait un paquet de jolies pellicules noires partout. Alors ça n'affecte en rien la performance de l'appareil, mais ça le rend beaucoup moins intéressant à regarder et ça devient plus gênant de le prêter à d'autres personnes si vous êtes à le faire. Donc parce qu'il y a tellement de possibilités de fils, vous allez vous en rendre compte très rapidement là, que la simple connectique pour brancher un microphone à l'appareil, mais ensuite pour mettre l'enregistreur à votre caméra vidéo, va nécessiter soit des adaptateurs, des câbles de différentes grosseurs, des Y, des trucs du genre. Et à chacune de ces jonctions-là, il y a la possibilité qu'elles se déconnectent. Donc, vous ne pouvez pas vous fier simplement aux petits afficheurs dans votre caméra vidéo qui vont monter ou descendre pour baser votre jugement sur la qualité du son. Ça se peut qu'il y ait un parasite, un son de basse fréquence, qu'on appelle souvent un humming, qui peut entrer, un avion qui passe, des trucs du genre. Tout ce genre de bruit-là, normalement, si on les détecte lors de la captation, on va demander soit au journaliste de reposer la dernière question à la personne, même si c'est pas aussi naturel, ça va rendre ça beaucoup plus intéressant là, à écouter et regarder. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder un bulletin de nouvelles sans son, c'est vraiment pas intéressant. Ça fait que c'est sûr qu'on peut toujours utiliser le micro interne. D'ailleurs, moi, je vais toujours vous recommander d'enregistrer le maximum de micros actifs que votre système peut faire. C'est-à-dire, comme là, présentement, j'ai moi mon micro-cravate. Normalement, j'aurais aussi une perche qui me capte. C'est juste que là, je n'ai pas suffisamment d'entrée pour le faire. Mais normalement, vous voulez avoir toujours un backup pour capter. Et évidemment, vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir deux caractéristiques sonores parce que le micro-cravate et une perche n'enregistre pas le son exactement de la même façon, ce qui fait qu'au mixage, vous allez pouvoir choisir laquelle des deux ou faire un mélange des deux microphones pour choisir, si on veut, là, la piste sonore qui est la meilleure possible. Donc, c'était, encore une fois, très important. Toujours monitorer l'audio quand vous enregistrez avec une paire d'écouteurs de style professionnel. Et donc, c'est ça, le son, ça s'écoute, ça ne se regarde pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on se complique la vie à utiliser ce type d'appareil externe? La réponse est relativement simple, c'est une question de qualité de l'enregistrement qu'on veut faire. C'est-à-dire que même si vous avez un petit DSLR ou une caméra Sony comme on va utiliser avec le petit micro shotgun qu'on met dessus, malheureusement, même ce type de microphone-là ne serait pas utilisé dans un contexte professionnel pour produire la trame sonore principale qu'on va utiliser au montage. Ça va vous donner une bonne piste de référence pour aider à synchroniser le son et l'image, parce que souvent, vous allez avoir justement donc l'image qui va venir de l'appareil photo ou de la caméra vidéo. L'audio va venir de l'enregistreur, donc il faut être capable de les resynchroniser facilement. Et on va revenir plus loin là, à tous les différents principes de claquettes mécaniques et ou électroniques. Mais principalement, les gros avantages, c'est que ça nous permet d'utiliser une beaucoup plus grande variété de microphones aussi. C'est que en termes de convertisseur analogique numérique, l'espace de stockage, c'est sûr qu'un appareil dédié va vous donner quelque chose de très intéressant. Vous avez donc, comme ici sur le côté, les 4 prises qui sont de type XLR3. Cet appareil-ci est un peu vieillot. Souvent, sur les appareils récents, vous allez retrouver un connecteur qui est universel, c'est-à-dire qui va s'accommoder aux fiches XLR3, comme celle-ci. Et vous avez aussi des connecteurs TRS ou des fiches un quart stéréo. Donc, celles-ci aussi peuvent être utilisées sur des microphones professionnels. Et souvent, vous allez avoir la possibilité d'enficher dans le même trou l'une ou l'autre de ces deux types de connecteurs-là. Alors, souvent, si vous voulez donc utiliser un microphone de meilleure qualité, encore une fois, pour avoir une meilleure captation, que vous ayez un microphone avec une capsule
dynamique ou condensateur, qui sont souvent les deux qu'on va rencontrer ici au cégep, bien, ça nous prend ce type de connectique-là. Si vous avez, comme présentement sur mon appareil, seulement une fiche 1.8 ou une TRS 1.8, donc de ce style-là qu'on a souvent pour étirer nos écouteurs dans un système de son maison ou truc du genre, ça va limiter le choix de microphone qu'on va pouvoir mettre à l'autre bout. Donc, vous allez avoir également beaucoup plus d'options pour justement faciliter le monitoring. C'est que de l'autre côté de l'appareil, vous allez le voir sur l'image qui s'en vient, vous avez une prise d'écouteur, donc qui est elle aussi justement TRS, c'est-à-dire qu'on peut directement brancher la paire d'écouteurs professionnels directement sans avoir à utiliser d'adaptateur. Ici, le modèle que j'ai, souvent on en a comme ça aussi au cégep qui sont avec les deux types, TRS 1.8 et 1/4. Cependant, même si on a l'adaptateur, si on en fiche ça dans un appareil qui a la prise femelle, souvent le poids fait que c'est tellement lourd que c'est assez rapide là, que normalement le contact va ouvrir et va moins en moins bien se faire. Puis à l'intérieur de quelques mois, souvent, on se ramasse avec de l'audio qui griche et encore une fois qui fait que ça augmente l'importance de monitorer notre son pour justement prévenir ce genre de problème-là et de les détecter si jamais ils surviennent. Et ça résume donc les principales raisons là, de pourquoi on utilise cet appareil supplémentaire-là en plus de nos équipements de captation vidéo. Nous allons poursuivre avec les principaux réglages de ce type d'appareil-là, que vous soyez soit intéressé à vous en procurer un ou à simplement évaluer là, le potentiel et comment choisir les réglages les plus appropriés sur ce type d'appareil-là. Donc, l'audio, normalement, lorsqu'on fait de la captation vidéo, on enregistre pratiquement toujours à 48 kHz ou à un multiple entier supérieur, comme 96 par exemple, ou des trucs du genre. Ce qui, donc, est un des principaux réglages, mais comme je disais, dans les vidéos, c'est 48 kHz. C'est que si votre appareil est capable d'échantillonner donc 48 000 fois par seconde le son pour aller prendre les échantillons, c'est correct. Les différents types de fichiers, vous allez voir souvent des fichiers .wave, des fichiers .aif. Les deux n'ont pas de différence en termes de contenu. Il n'y a aucun écart de qualité, aucune différence. Les deux sont des fichiers audio qui n'ont subi aucune compression. Wave est plus rencontré sur la plateforme PC. AIF est une extension qui appartient à Apple. Mais règle générale, que ce soit Premiere, Final Cut, Avid, les deux logiciels de montage vont accepter autant les fichiers .wave que les AIF. Il y en a certains qui vont offrir l'option d'enregistrer en MP3, bien que ça a l'avantage de sauver de l'espace en compressant le fichier. Bien justement, cette compression-là fait qu'on utilise rarement ou voire jamais les MP3 dans les logiciels de montage vidéo. Ce qui fait que si vous l'avez, moi je ne vous conseille pas de l'utiliser. Prenez Wave ou AIFF. Le Wave a un avantage. Si vous avez un appareil qui offre l'option du Broadcast Wave, bien là, vous pouvez enregistrer des métadonnées à même le fichier audio. Fait que ça, c'est, si on veut, un avantage là, que l'extension, souvent, c'est le BWV ou le B-Wave pour Broadcast Wave, que l'AIF ne possède pas. Ce qui fait que ça peut être, selon la situation, vous allez avoir aussi l'inscription dans le fichier audio de ce qu'on appelle le timecode, qui est un genre de temp qu'on fait dans le fichier qui suit le nombre d'images qui lui aussi est étampé dans le vidéo. Donc, ça devient un outil supplémentaire pour faciliter la synchronisation de l'image et du son. On peut facilement s'en passer. Moi, je n'irai pas payer plus pour l'avoir, mais si vous avez un appareil qui vous l'offre et vous savez comment l'utiliser, c'est cool. Alors, le dernier point qui nous reste à parler sur la qualité, c'est la résolution des convertisseurs analogiques numériques. Vous voulez minimalement, encore une fois, 16 bits, qui est relativement la norme de l'audio qui accompagne les fichiers vidéo. Vous pouvez avoir certains appareils qui vont monter jusqu'à 24 bits, sauf que ce n'est pas tous les éditeurs vidéo qui supportent cette résolution-là. Mais il vaut mieux avoir plus de qualité que pas assez. Mais encore là, le choix de 16 ou 24 bits dépend beaucoup plus du matériel que vous filmez. Ça ne sert à rien de mettre ça en 24 bits si vous allez enregistrer un concert rock. Le 24 bits présente un avantage si on a une grande variation entre les passages forts et les passages faibles.
Donc, dans un concert rock, ça reste fort tout le long. C'est qu'il n'y a aucun gain, puis vous allez avoir un fichier qui est 33% plus gros inutilement. Mais si vous allez capter genre quelqu'un ou un petit groupe de musiciens classiques, quelque chose du genre, là, ça devient beaucoup plus intéressant d'avoir une captation audio qui était faite sur 24 bits pour aller chercher plus de précision dans les passages qui étaient faibles. Alors, ça résume les principaux réglages qu'on va rencontrer, nous, cette session-ci. Nous enchaînons avec l'ajustement des réglages de base de chacun des canaux de microphone que vous allez pouvoir utiliser. Ils sont tous identiques. Alors, vous allez voir qu'il y a une échelle pour évaluer le niveau audio qui est en décibels. Donc, on n'évalue pas ça en volts, là, genre de 0 à 1 point quelque, c'est pas très précis. Donc, on va voir dans un cours, là, bientôt, si ce n'est pas déjà fait, l'équation pour convertir des volts en décibels pour être capable de comprendre. Grosso modo, le maximum de notre échelle est à 0 décibels. Et plus on descend le son, plus le nombre de décibels descend en valeur négative. Donc, moins 40 décibels, c'est un son qui est très faible. 0 décibels, c'est le maximum que notre système va être capable de capter. Donc, on ne veut jamais aller au-delà de 0, sinon le signal va écrêter. Et c'est une destruction qui est irréversible à la captation. Donc, il n'y a aucun outil de post-production, magie, quelconque qui va pouvoir ramener ou récupérer ces parties-là qui ont été écrêtées. Donc, grosso modo, on a la sensibilité, qui est finalement l'ajustement qui va déterminer l'étendue de votre patron de captation. Donc, on a différents types de microphones pour différentes situations, et chaque type de capsule va avoir une zone de captation qui va varier. Donc, il y en a qui vont capter partout, tout le tour. Donc, on a les omnidirectionnels. Vous allez avoir le cardioïde qui capte principalement à l'avant, mais aussi un peu à l'arrière. Vous allez avoir des micros hypercardioïdes, et ainsi de suite. Donc, selon la situation, on va choisir le bon type de microphone. Puis après ça, ben, on va choisir jusqu'où on veut que ce patron-là s'étende. On veut toujours conserver notre patron de captation le plus petit possible, parce que plus notre microphone devient sensible, tout comme moi, il arrive ici, malheureusement, quand je m'enregistre, souvent les voisins, les bruits en haut chez les voisins vont être captés. Donc, même si j'ai essayé de mettre mon microphone le plus... d'ajuster sa sensibilité au moindre niveau, mais pour procurer quand même un signal audio suffisant qui devrait osciller entre moins 18 et moins 12 dB full scale. Sinon, je vais être obligé d'hurler dans le microphone pour être capable de diminuer la sensibilité. Alors à ce moment-là, j'aurai très peu d'interférences de l'extérieur dans mes captations, mais ça va bref, vous voyez le principe, mais j'ai le fun d'enregistrer 1 heure de vidéo en criant. Donc, ça, c'est typiquement la chose. Vous partez vos enregistrements, mettez la sensibilité le plus bas possible, vous branchez vos microphones, on va voir la procédure plus tard, et vous allez donc vouloir conserver, là, lorsque la personne parle à un niveau normal. Donc, c'est toujours bon d'avoir une petite répétition avec une personne devant le microphone. Il y en a qui ont tendance à avoir une voix plus forte que d'autres. Il y en a qui vont s'esclaffer, partir à rire. Donc, c'est essayer de faire couvrir ces différentes situations-là pour vous assurer que votre enregistrement n'écrête pas. Un outil pour vous aider, normalement, encore une fois, ce n'est pas tous les appareils qui l'ont. Celui-ci l'offre. On a une fonction de limiteur. Donc, c'est un gain automatique, mais qui n'est pas toujours actif. Il va s'activer seulement lorsqu'il se rend compte que le signal est sur le bord d'écrêter. Ce qui fait que ça nous évite les effets de pompage, comme je vous parlais tantôt. Mais si jamais il y avait quelqu'un, justement, qui part à rire et qu'on n'avait pas vu ça venir de nulle part, ça va essayer de faire en sorte que ça n'écrète pas. C'est pas un outil miracle, mais si votre appareil est là, c'est avantageux de l'activer. Également, si votre appareil est capable d'enregistrer plus qu'un canal, une des raisons souvent d'avoir aussi 2 microphones, c'est que, comme je fais présentement, j'ai un canal qui est enregistré ou qui est réglé avec une sensibilité pour que lorsque je parle, j'ai environ moins 12 décibels. Le deuxième canal, lui, est réglé à une sensibilité plus faible, environ à 6 décibels en dessous. Ce qui fait que si jamais je parlais vraiment fort ou que pour une raison ou pour une autre, quelque chose me tombait sur le pied pendant l'enregistrement,
ben je pourrais probablement aller chercher cette partie de mon cri sur la bande qui est enregistrée 6 dB plus faible. Et donc au montage, ça donne encore une fois des options pour réussir à sauver des takes qui normalement auraient peut-être dû être jetés à la poubelle. Fait qu'ici, c'est sûr qu'avec 4 microphones, c'est rare qu'on va s'installer 4 micros avec chacun moins 6 dB, là. Mais comme je vous disais, il faut toujours avoir un plan B quelque part. Ça fait que si vous avez une caméra vidéo qui a 2 canaux d'enregistrement, vous avez donc la possibilité d'avoir 2 microphones, puis souvent, lorsqu'on enregistre des gens, c'est en mono, donc il n'y a rien qui vous empêche d'enregistrer soit 2 fois la même prise ou avec un deuxième microphone ajusté à une sensibilité différente. C'est à ça qu'on va déceler, si on veut, le degré de professionnalisme. C'est-à-dire, plus vous êtes capable de prévoir des stratagèmes pour régler les problèmes éventuels, ben plus les gens vont vous regarder et dire « Wow, c'est un pro » et ainsi de suite. Donc, ça couvre normalement le gros des réglages de base. De ça, on va avoir 2 à 3 semaines pour l'expérimenter de toute façon, là. Alors, c'était ceci pour les différents réglages de sensibilité de notre enregistreur Edirol. Notre prochain thème aujourd'hui, c'est la synchronisation entre l'audio et le vidéo. Même si ça va venir peut-être plus tard dans la session, dans le cadre d'un autre cours, je le couvre tout dans le même vidéo. Alors, technique de synchronisation, encore une fois, ben, comme j'ai parlé tantôt, il y avait l'option du Broadcast Wave pour avoir carrément le code numérique qui a été brûlé dans l'image qui va aller directement dans le fichier Wave. Mais comme je dis, ce n'est pas une option qu'on rencontre sur beaucoup d'appareils encore. Alors, il y a depuis des décennies une technique toute simple qui est utilisée par Hollywood. Vous avez sûrement vu ce genre d'outil-là. Donc, on a une belle claquette ici. On en a, je pense, 2 ou 3 au magasin que vous pouvez emprunter. Donc, on met les métadonnées de la scène qu'on s'apprêtait à tourner ou du plan en question. Puis, on levait la claquette et on la laisse tomber. Bien entendu, ce qui est important, c'était de faire le geste devant la caméra pendant qu'elle tourne et pendant que le son enregistre. Ce qui fait que ça va nous donner un beau pic dans la forme d'onde qu'on va pouvoir synchroniser à l'image près au moment où le petit bras du dessus touche la section qui est dans le bas. Donc, c'est relativement bon marché. Vous pouvez vous en procurer entre 15 et 30 $ pour un truc qui va vous toffer environ 6 mois. Si vous en voulez une de meilleure qualité, celle du magasin, par exemple, coûte environ 200. Si vous avez la chance d'avoir une tablette, il y a une version souvent électronique qu'on peut utiliser. Moi, j'en ai une ici qui fonctionne très bien. Donc, on a encore une fois des différents champs pour placer les différentes métadonnées, encore une fois, pour faciliter la vie lors du montage vidéo. On a aussi différents indicatifs de couleurs, ce qui fait que lorsqu'on se déplace d'un endroit à l'autre, ça vous donne au moins l'assurance que ce jaune-là était le même partout, en espérant que vous n'oubliez pas de toujours garder la luminosité au maximum partout où vous êtes. Puis globalement, la manière que ça fonctionne, moi j'ai un petit bouton rouge ici qui arme ma claquette, et ensuite, lorsque je l'appuie, ça produit un gros X avec une pulsation à 1 kHz pendant 1 seconde, qui est une valeur standard utilisée, encore une fois, en télévision, movie, depuis des années. J'ai également aussi sur mon enregistreur, celui-ci ne l'a pas, mais sur l'autre, le Tascam que j'ai, le Zoom aussi, je crois, là, il y a un bouton qui s'appelle Slate. En anglais, cette opération-là de faire la claquette, c'est le slating ou le slate. Alors, j'ai simplement qu'à appuyer sur le petit bouton, puis il va faire la même chose. Il m'envoie un blip d'environ 1 seconde à 1 kHz à moins 20, je crois, dB full scale, qui, encore une fois, va apparaître dans le fichier Wave de l'enregistreur externe. Puis, puisqu'on prend la peine de prendre la sortie de cet enregistreur-là et de l'acheminer dans la caméra vidéo, donc ça devient sur une piste de référence qui, elle, va être transférée avec la piste vidéo dans votre logiciel de montage. Vous pouvez ensuite réaligner les 2 zones carrées où le blip se produit pour resynchroniser le son et l'image. Ça paraît complexe en vous le disant comme ça, mais lorsqu'on va le faire, ça va être très facile. Alors, oui, c'est ça, ça couvre les outils de base. Si vous êtes réellement mal pris, vous pouvez simplement utiliser vos mains. Encore une fois, vous claquez dans vos mains en vous assurant que le son et l'image tournent. Ça produit la même chose. C'est encore meilleur marché que toutes ces options-là, sauf que vous n'avez pas la possibilité
d'avoir du métadonnées pour vous aider à identifier est-ce que cette scène-là était bonne ou pas. Ce qui est habituellement le rôle du deuxième assistant caméra, c'est ça, c'est que si la prise a été jugée bonne par le réalisateur, bien là, je peux la marquer comme de quoi qu'elle, je veux la loguer dans le catalogue, et à la fin d'une session de captation, je peux m'envoyer tout ça par courriel, et lorsque je m'apprête à faire le montage, bien là, je sais tout de suite quelle prise n'était pas bonne, donc je ne les numériserai même pas pour gagner du temps. Puis encore une fois, vous allez voir rapidement que lorsqu'on rentre dans la vidéo, tout est beaucoup plus lent que lorsqu'on fait que du son, là. Donc, il y a quand même plusieurs bonnes raisons pour utiliser genre une claquette avec du métadonnées par rapport à simplement utiliser ça. Donc, si vous n'avez il y en a des gratuits. Si vous avez un téléphone intelligent ou une tablette moindrement intelligente, vous n'êtes pas obligé de payer. Celle-là valait environ une vingtaine de dollars, là. Mais moi, j'adore. Ça travaille très bien. Donc, il y a beaucoup d'applications comme ça que je vais vous parler au cours de la session que vous pourrez explorer. Nous arrivons à la section de notre petite présentation sur les microphones. Donc, vous allez avoir typiquement deux types de microphones que vous allez utiliser ici au Cégep. J'ai un modèle avec une capsule dynamique et avec un patron qui est cardioïde. Hyper cardio, celui-ci. Excellent. Au Cégep, on n'a pas ce modèle-ci. On a un SM57, 58, mais ça en fait partie de la même famille de microphones. Ceux-ci sont de calibre professionnel, très robustes. C'est une des raisons qu'on les utilise souvent avec nos étudiants de première année. Et ne nécessitent pas d'alimentation externe. Donc, il n'y a pas de pile à mettre là-dedans. Comme présentement, le micro-cravate que j'utilise, lui, il y a une pile à insérer dans la base du microphone. Microphones à condensateur, eux, ont besoin d'être alimentés. Et souvent, on ne peut pas placer de pile, donc il faut que votre enregistreur soit capable de fournir l'alimentation qu'on appelle l'alimentation fantôme ou le Phantom Power en anglais. Alors, ces différents microphones-là, souvent, vont être... Souvent, ces petits microphones-là vont apparaître là, sous une forme qui ressemble à celle-ci. Vous allez avoir une petite monture qu'on va installer sur notre caméra vidéo. On a c'est un genre d'étouffoir. En anglais, ils appellent ça un windscreen. Ils appellent ça aussi un dead cat, donc un chat mort, parce que oui, il veut pas, ça ressemble à une peau d'écureuil qu'on a mis sur le bout d'un micro. Vous allez avoir également... à quel endroit je l'ai placé? Donnez-moi 30 secondes. L'utilisation de perches avec un micro, encore une fois ici sur le bout qui possède son chat. Ceux-ci sont hyper directionnels. Vous allez voir très fréquemment justement lorsqu'on est dans une situation où on ne veut ou peut pas utiliser un micro-cravate, mais ou que c'est simplement parce qu'on veut pas que ça ait l'air de quoi qui est scripté ou des trucs du genre. Fait que là, vous allez voir qu'on va en reparler en classe, il y a toute une technique là, sur comment on le tient, le place. Le choix, comme le micro-cravate que j'ai présentement ici, si je le bouge ici, vous devriez entendre des sons de froissement de vêtements. C'est principalement la raison qui fait qu'on ne peut pas toujours l'utiliser. Il produit un son seulement qui est toujours assez clair, assez sec, toujours de bonne qualité, mais le problème, c'est que si vous avez quelqu'un qui bouge beaucoup, ça devient un problème. Donc, souvent, celui-ci, ben, il n'a aucun de ces problèmes-là parce qu'il ne touche pas physiquement la personne que vous êtes en train de capter. Sur la distance, le micro-cravate ou un micro-dynamique qu'on tient à la main, souvent, c'est à peu près ça. Donc, je suis peut-être un peu près, là, mais ça vous donne une règle là, comme point de départ. La perche, en principe, nécessite une personne ou un opérateur pour s'en occuper. Sauf qu'ici, nous, on sait qu'au Cégep, on est avec des équipes qui sont restreintes. Donc, on a acheté un petit accessoire qui va vous permettre, même si vous êtes seul, d'utiliser une perche. Donc, encore une fois, je reviens. Donc, ici, je viens de mettre la main sur un C-stand. Et dans le C-stand, on a ce petit accessoire-là qui va servir tout simplement pour placer notre perche ainsi. Et donc là, on peut facilement s'amuser, pointer l'angle vers la bouche, thorax de la personne qu'on est en train de capter. Habituellement, on va essayer de l'envoyer de manière à ce que ça soit le plus parallèle avec la ligne de captation vidéo.
Parce qu'habituellement, les caméramans ont tendance à relativement se concentrer sur ce qui se passe dans le centre de l'image. Ça fait que si vous arrivez avec la pointe ici de votre perche, mettons qu'on l'a ajouté trop bas, les caméramans vont la diagnostiquer assez souvent, ce problème-là. Mais si vous arrivez par les côtés, dans les coins, par exemple, en haut, que ce soit gauche ou droit, souvent, ça va être la perche qui va se passer et pas nécessairement là, la pointe du minou. Ça, c'est des erreurs que beaucoup plus de caméramans ont de la misère à voir aller. Ce qui fait encore une fois nous oblige à soit revenir ou à ne pas utiliser des prises ou à artificiellement recadrer, mais c'est pas toujours joli, là. Donc, shotgun, micro-cravate, petit micro ici. Ça, c'est le fun si vous allez à l'extérieur, que vous utilisez, par exemple, ici j'ai un micro Sennheiser au cégep. Donc, le micro sans sa gaine coupe-vent ressemble à ceci. Si on est à l'intérieur, c'est correct d'utiliser ça comme ça. Moi, j'aimerais mieux qu'on ait acheté des petits trucs en mousse qui sont des coupe-vent, mais pas aussi efficaces que le Shamar, là. Ne serait-ce que pour le protéger des chocs, c'est quand même des microphones qui valaient 600 à 800 $ lors de l'achat. Donc, on vous donne quand même des outils de bonne qualité, c'est ce qu'on a là-dedans. Alors, vous allez trouver justement une petite suspension ici. Le but de cette suspension-là, c'est lorsqu'on l'accroche soit sur ça, soit sur une caméra ou même un trépied. Il y a toujours des vibrations de basse fréquence. On a un filtre qui nous permet d'en couper une bonne partie, mais ça reste que c'est là pour atténuer puis que ça ne donne pas de choc. Donc, s'il y a un mouvement à avoir, l'énergie va être dissipée par ça et moins bien, en tout cas, diminuant les parasites captés potentiellement par notre microphone. Donc, ce petit microphone-là, on en a, je crois, 7 ou 8 au magasin, donc vous devriez pas avoir de problème à vous en emprunter. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez vous procurer sur Internet. Moi, j'ai acheté sur eBay l'ensemble des deux. J'ai un truc en forme à l'intérieur, plus le petit Shamar, pour à peu près, ça c'était 7-8 piastres, le Shamar. Je pense que c'était une vingtaine de piastres pour le truc en forme en dedans. Le truc en forme, je dirais, c'est bon pour des vents qui vont jusqu'à une trentaine de km/h. Mais si le vent est au-delà, il faut sortir le minou. Puis là, vous pouvez monter jusqu'à peu près 45-50 km/h sans que le bruit du vent soit capté par votre microphone. Donc, oui, c'est ça. Ça nous donne un résumé là, des principaux accessoires que vous allez utiliser pour votre captation. Le micro à condensateur, on va le couvrir dans le cours de son. Ou c'est peut-être dans le cours de son on va l'utiliser. Tout ça, on va en parler en classe. Alors, oui, ça fait donc le tour de microphone que nous allons utiliser cette session-ci.